La force des États-Unis, c'est d'avoir ancré dans notre inconscient collectif une certaine image du pays, celle de journées trépidantes dans New York la cosmopolite, de fêtes sans fin à Miami, de glamour à Los Angeles ou de fanfares dans l'air poisseux de la Louisiane. Les plus jeunes idéalisent une vie scolaire entre matchs de foot, pom-pom girls, balles de promo et remises de diplômes avec robe et chapeau de rigueur. C'est à tout ça que s'attendait Benjamin lorsqu'il partit au Texas pour sa dernière année de lycée. Mais arrivé là-bas, c'est une Amérique que les Américains préfèrent cacher qui lui a sauté aux yeux. Vous écoutez le 123e épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. Une histoire racontée au micro d'Astrid Verdun. Je m'appelle Benjamin, j'ai 17 ans. Je suis en lycée en terminale S. J'étais un des meilleurs élèves de ma classe, un petit peu arrogant sur les bords parce que je travaillais pas, j'avais beaucoup de facilité et je savais pas ce que je voulais faire après la terminale. Je voulais pas faire de maths sup, je voulais pas faire de la médecine. J'habite chez mes parents dans le centre-ville de Concarneau, à 200 mètres du lycée, donc je vois toujours les mêmes personnes, je joue au foot avec les mêmes amis, on va en soirée avec les mêmes personnes, je suis dans une bulle en fait, et j'ai envie de sortir de cette bulle. Donc pour éviter de faire comme tout le monde et d'aller en études supérieures scientifiques, j'ai l'idée de partir comme étudiant d'échange aux États-Unis. Donc je me renseigne sur internet à travers de différents organismes. Et j'en choisis un. Je propose l'idée à mes parents de partir aux États-Unis et ils refusent d'abord parce qu'ils disent que ça coûte très cher. Alors j'essaie de convaincre mes parents en faisant 2 business plans, un pour les États-Unis et un pour les études de maths sup ou de médecine sur Rennes, sur Paris. Je suis arrivé à la conclusion que le coût était le même. Donc là ils ont plus d'arguments pour m'empêcher de partir quoi. Et c'est à ce moment-là que je lance les démarches. Je trouve un organisme international qui s'occupe de toute la logistique, de trouver les familles, de trouver un lycée, et qui prépare les étudiants à l'inconnu, en fait, à vivre dans une nouvelle culture, à apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue, pour que ça se passe le mieux une fois sur place. Je remplis un formulaire, un premier formulaire, je fais un premier chèque aussi, et à partir de là, on teste notre niveau d'anglais, le mien est nul, mais proche du néant. Donc la tâche est loin d'être gagnée. Il se passe quelques semaines pour la recherche de la famille. En fait, quand on remplit le formulaire avec l'organisme, ça fait partie du jeu, on sait pas où on va tomber. On peut tomber à New York, à Chicago, à Los Angeles, comme dans un trou paumé au nord de Dakota. Et moi, je suis tombé à côté de Dallas, chez les rednecks. Je pars le 24 août aux USA. J'ai eu le nom de la famille et l'endroit aux États-Unis qu'une semaine avant. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour communiquer déjà avec la famille pour avoir un premier contact, pour que ce soit plus facile une fois arrivé là-bas. L'organisme m'envoie mon billet d'avion. 2 jours après, je pars. Une fois arrivé dans l'avion, je m'assois sur mon siège. Je regarde mon billet, je regarde le hublot et je me dis que je suis complètement taré. Mais complètement taré. J'ai pleuré. L'avion est à moitié vide en plus. J'ai dit mais en fait personne ne veut aller là-bas. Puis après c'était parti pour 10 ou 12 heures de vol. Donc j'arrive à l'aéroport de Dallas, je passe la douane. Et là il y a 2 personnes avec des gros ballons, welcome to Dallas, blablabla. Ouais, et moi je leur dis juste hi, ils comprennent même pas ce que je leur dis. Je vais juste dire bonjour et c'est 2 lettres, juste 2 lettres et ils comprennent pas. Et là je dis ça va être dur. Je me dis que ça va être dur. Je monte dans leur grand van
C'est un van pour, je sais pas, 10 personnes. Je sais pas pourquoi ils ont une voiture aussi grande, mais comme tout est démesuré aux États-Unis, je me suis dit, c'est normal. On prend l'autoroute, il y a 7 voies de chaque côté, les hauts buildings, donc je suis tout de suite impressionné par ça. Quand j'arrive chez eux, j'ai un peu de déception, déjà, parce que, en France, on n'appellerait pas ça une maison, ça s'appelle un trailer home. Donc c'est une maison sans fondation, qu'on peut bouger, mettre sur un camion et la déplacer comme on veut. Elle est pas très grande. On me montre ma chambre. La chambre est pas très grande. Le lit, les lattes sont cassées. Pour matelas, j'ai une couette. Là, je commence à avoir des inquiétudes, mais comme on nous dit, n'ayez pas peur, c'est normal de voir des choses différentes de votre culture, donc faut s'adapter, être patient et ça va venir. Donc je dis trop rien. Dans la maison, il y a une autre étudiante d'échange chinoise qui elle va repartir chez elle, et la mère d'accueil me donne comme explication de ce que je comprends qu'elle s'adapte pas, qu'elle veut juste rentrer chez elle. Et avant de partir, j'ai pas le temps de beaucoup échanger avec l'étudiante chinoise parce que elle parle pas bien anglais, je parle pas bien anglais. On communique juste avec des regards. Et juste avant de partir, elle me donne comme cadeau un marque-page chinois. Et je sais pas pourquoi elle me donne ça, je sais pas. Et après, je l'ai plus jamais revu. Je me pose pas trop de questions parce que la mère d'accueil me dit que c'est de la faute de l'étudiante chinoise. C'est elle qui a pas réussi à s'adapter avant, et c'est pour ça qu'elle doit rentrer chez elle. Donc en gros, c'était un premier warning pour moi en disant t'as intérêt de t'adapter. Sinon, t'as intérêt de suivre les règles, sinon ça va pas bien se passer, quoi. Eux, les parents travaillent tous les deux au service de la ville. Ils commencent très tôt le matin, rentrent tôt le soir. À 17h, ils sont rentrés. Elle fait rien, elle regarde la télé, elle va faire des courses. Lui, il est soit devant la télé avec une bière, soit sur son Porsche, sur un rocking chair aussi avec une bière, et souvent avec un flingue à la main ou sur le torse, quand il s'endort sur sa chaise. Ils font que regarder la télé. Ils adorent le football américain. J'apprends les règles du football américain en regardant les matchs. Dans la semaine, c'est le seul moment récréatif que j'ai, quoi. La mère d'accueil me pose déjà les premières règles. Donc déjà, c'est pas d'un droit à avoir internet. Et j'ai droit de communiquer avec ma famille par internet que 30 minutes par semaine. Là, je commençais à trouver ça très bizarre. Les parents m'interdisent d'avoir un téléphone. Je suis aussi en charge de faire la vaisselle, de faire à manger pour la famille. Je suis en charge de faire le ménage, passer la serpillière, des choses comme ça. C'est une sorte de prison parce que j'ai juste le droit d'aller dans le jardin. Il n'y a pas beaucoup de voisins. Il doit y avoir 2 ou 3 maisons à peu près identiques dans la rue. Je peux rien faire à pied. Dans la maison, à part regarder la télé, il y a rien à faire. J'ai pas l'impression de m'adapter, à leur mode de vie, quoi. Et même si je fais la vaisselle, la mère d'accueil trouve toujours un moyen de râler. Si j'ai passé la serpillière ou le balai, elle trouve un moyen de râler parce que j'ai oublié un petit endroit. Si le matin elle me dit quand tu rentres, tu prépares ça pour le dîner du soir. Si j'ai pas fait un truc exactement comme elle le veut, elle va gueuler. Elle crie tout le temps et je parlais toujours pas bien anglais. Je comprenais pas. Elle peut toujours crier. Ça change rien pour moi parce que je comprends pas ce qu'elle dit. Sauf que c'est assez dur mentalement d'avoir quelqu'un sur soi tout le temps à crier. Quand je suis dans ma chambre, j'ai presque peur d'aller aux toilettes, de sortir de ma chambre, d'aller aux toilettes parce que je sais que juste de traverser le couloir, elle va crier, quoi. Lui, il crie pas parce qu'il est bourré tout le temps. Ou il crie devant la télé son équipe de football américain, voilà, quoi. Donc là, je me suis dit c'est bizarre. Et à ce moment-là, j'ai pas encore commencé l'école. Donc je laisse faire. On regarde tous des séries américaines quand on est ado. Donc bien sûr, j'imagine un énorme lycée avec une équipe de basket, de football américain, les pop-up girls, les cheerleaders,
Le lycée américain, c'est un lieu de vie sociale très important pour les Américains. Donc, je m'attendais à ça. Les lycées sont vraiment comme ça aux États-Unis. Et là, le premier jour, j'arrive dans quelque chose qui ne ressemble pas à un bâtiment déjà. Ça ressemble plus à des algécos de chantier. Il y a qu'une seule classe, donc une seule pièce. On est tous dans la même pièce. Il y a des élèves de différents âges. Ça va de 13 à 17 ans. Là, je dis, c'est bizarre quand même. On a la même prof pour tous les cours. Donc on bouge pas de cette salle. Et je me rends compte très vite que ce qu'on nous apprend, c'est du niveau début collège. Et au fur et à mesure des journées, des semaines qui passent, je parle avec mon anglais broken English encore. J'arrive à échanger avec la prof et certains des élèves, et je me rends compte qu'ils ont tous un problème en fait scolaire. Mais un jour, la prof me dit toi, t'as rien à faire ici. T'es pas à ta place ici. Et c'est là que je commence à être un peu en colère de m'être fait un peu arnaqué par cet organisme. Parce que sur leur site, on voit des photos d'un grand lycée dans une grande salle de sport avec deux équipes de basket qui jouent. Il y a les proms aussi, enfin aux États-Unis qui est important, homecoming. Tout ça, c'est des trucs qu'on m'enlève, pour lesquels j'ai payé. Là, il y a rien de tout ça. J'ai su que la mère d'accueil et le père d'accueil avaient de gros soucis avec l'école, le lycée de la ville en fait. La mère d'accueil est même interdite de mettre un pied. Je sais pas pourquoi, mais ça a dû être assez grave. Et ça parle déjà d'abus. Et après, je sais pas plus. C'est la raison pour laquelle je suis dans cette école différente. Pendant qu'on est dans la famille d'accueil, il y a quelqu'un de l'organisme qui fait un checkpoint avec nous, on va dire, je crois que c'est une fois par semaine, pour voir si tout va bien. Ils font le checkpoint à part avec l'étudiant et puis à part avec la famille. Et là, je découvre que, en fait, la mère d'accueil chez qui je suis est la directrice régionale de l'organisme. Et qu'elle gagne de l'argent à chaque enfant qu'elle place. Donc, elle gagne de l'argent à m'avoir chez elle. Le programme nous dit que les familles sont bénévoles, qui ne touchent pas d'argent pour nous nourrir, pas d'argent pour nous payer des vêtements ou pour quoi que ce soit. Si on veut de l'argent, par contre, si on veut de l'argent de poche, c'est nos parents en France qui nous le donnent. Mais en aucun cas les familles sont payées pour le fait d'avoir un étudiant chez eux. Or, elle, c'est le cas, et pas qu'avec moi du coup, avec tous les étudiants d'échange de la région. Et comme je pense qu'il devait manquer de famille d'accueil, elle dit à chaque fois hop, je les récupère, j'ai pas de femme de ménage. C'est gratuit en plus. Tout seul, c'est pas possible de se défendre. La barrière de la langue, elle est trop importante. La première solution que j'ai trouvée pour me défendre, c'est d'en parler à un ami qui est à l'école avec moi. Je deviens ami avec Nick, car c'est lui qui m'amène à l'école tous les jours et qui me ramène. Donc à chaque fois, on a une demi-heure dans la voiture le matin, une demi-heure pour rentrer. Ça fait 1 heure par jour. Donc on a pas mal le temps de discuter, quoi. On discute de nos hobbies, de ce qu'on aime faire dans la vie. Et lui me demande d'où je viens, il me pose beaucoup de questions sur la France. C'est la seule personne curieuse que je rencontre depuis que je suis arrivé. Et là, ça fait déjà un bon mois et demi que je suis là-bas. Et quand je lui raconte ma vie avec la famille d'accueil, des fois il me dit non, ça c'est pas normal, ça se passe pas ici, tout le monde n'agit pas comme ça. Il m'a dit mais mes parents me feraient jamais faire ça. Enfin, c'est lui en fait qui me donne confiance, c'est Nick qui me donne confiance à prendre les choses en main en fait. Un matin je me lève, je me rappelle que j'ai laissé un vieux Nokia au fond de ma valise en pensant ne jamais l'utiliser, parce que je pensais pouvoir acheter un téléphone aux États-Unis avec un forfait américain. Là ça fait déjà un bon mois et demi, ils m'interdisent d'acheter un téléphone. J'ai encore la carte SIM dans ce Nokia français, sauf que j'ai pas beaucoup de crédit. Donc chaque SMS est compté. Puis même je crois que les lettres aussi sont comptées, les caractères sont comptés. Donc j'envoie un premier SMS à mes parents pour leur expliquer la situation. J'ai pas envie de les inquiéter en fait. Je leur dis la règle d'internet par exemple, donc eux aussi ils trouvent ça bizarre. Ils en parlent à l'organisme en France. On leur dit que c'est normal, c'est la famille qui décide, blablabla. Après, je leur dis, je fais la vaisselle,
Je fais le ménage tous les jours. Au début, ma mère, elle rigole un peu, elle dit bon bah c'est bien, moi, tu le fais plus qu'à la maison en France ou des trucs, enfin des blagues comme ça. Mais au bout de quelques jours, ils sentent qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas, quoi. Je pousse vraiment mes parents à m'aider à communiquer avec l'organisme et avec cette famille pour me sortir coûte que coûte, quoi. Et Nick qui voit que au fur et à mesure des jours, je vais de moins en moins bien, quoi. J'ai de moins en moins le moral, et jusqu'au jour où je lui demande de m'aider, quoi. Et je lui donne le numéro français de mes parents, leur adresse email, et il m'a dit t'inquiète pas, j'en parle à mes parents. Moi, je fais la même de mon côté, j'en parle à mes parents, je donne le numéro de téléphone des parents de Nick, leur adresse email. Les deux familles sont au courant qu'ils vont se contacter, quoi. Moi, je suis au milieu avec mon Nokia. Mes parents sont déjà au courant des problèmes. Ça les rassure d'échanger avec quelqu'un qui est un peu plus sain d'esprit. Après, ça met un peu de temps à se mettre en place pour savoir quoi faire pour que je puisse partir de là, tout en restant dans la légalité, en fait. Et le père de Nick étant un ancien vétéran de l'armée, donc il s'y connaît un petit peu en loi américaine. Et il a dit à mes parents qu'il allait venir me chercher. Il faut juste trouver le bon moment, tout ça. Donc moi, je cache pendant plusieurs jours à ma famille d'accueil le fait que je vais partir. Même moi, je sais pas là encore quel jour choisir pour partir. Dans ma tête, j'ai un week-end. Je me dis c'est plus facile. Ils seront là. Comme ça, ils peuvent pas dire je suis parti en loose day pendant qu'ils étaient pas là. Le challenge, c'était de faire, parce que j'avais 2 énormes valises de 23 kilos. Faut que je refasse sans qu'ils s'en aperçoivent. Donc je l'ai fait la nuit. Et après, je range les valises dans le placard. Comme ça, ni vu ni connu. On est un dimanche matin. Je me lève. Ils sont en train de prendre le petit déjeuner. Lui, il demande le football américain dans sa bulle. Elle aussi, elle regarde le football américain avec lui. Et là, j'appelle Nick. Et je dis, ça y est, c'est le bon moment, vous pouvez venir me chercher. Je dis à Nick aussi d'appeler mes parents pour les prévenir. Parce que j'ai plus de forfait. Donc là, j'attends dans ma chambre, à ma fenêtre, parce que de ma fenêtre, je vois bien la rue et les voitures qui arrivent. Je sais qu'il y a à peu près 10 minutes entre sa maison et la mienne. Moi, je commence à sortir de ma chambre avec mes 2 grosses valises. Et là, en anglais, en broken English, je dis I'm leaving now, Nick is coming. La mère d'accueil commence à gueuler dans tous les sens. Je sais même pas ce qu'elle dit, mais elle crie tellement fort que c'est impressionnant. Lui, il crie un peu moins, mais il sort son flingue, qui quitte jamais, hein, même quand il dort, son flingue est sous l'oreiller. Et là, il me le pointe sur la tempe. Je sais pas combien de temps s'écoule, ça paraît très très long. Je me fiche comme une statue. Je suis incapable de dire un mot. Tu te sens tellement vulnérable que tu sais, y a rien à faire en fait, y a qu'à attendre. Et heureusement, au bout d'un moment, on a commencé à entendre des sirènes de police. Et en fait, les parents de Nick s'étaient venus avec la police. Donc le père cache son flingue dès qu'il entend la sirène de police se rapprocher. Le père de Nick sort de la voiture. La police aussi, frappe à la porte, normalement, comme on voit dans les films. Au départ, les 2 parents d'accueil ont joué un jeu d'innocent, en fait, d'innocent les mains pleines. Mais pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe? Tout se passe bien ici, là. Et puis moi, j'étais en pleurs déjà. J'ai mes valises, donc les flics savent que c'était pas des conneries. Et après, la mère d'accueil commence à dire aux flics qu'il a pas le droit de partir, je fais partie de tel organisme, il a des commandes et devoirs à respecter, et la police leur a répondu que non, c'est dans la loi américaine, s'il veut partir à son âge, il peut partir. Je viens d'avoir 18 ans, donc j'ai le droit de partir, si je le veux. Et donc à partir de là, je les laisse, le père de Nick, la police et la famille d'accueil continuer à s'engueuler un peu, on va dire. Je prends mes valises, je vais dans la voiture, je mets les valises dans le coffre, je m'enferme dans la voiture et je regarde même pas ce qui se passe. J'ai l'adrénaline qui est tellement haute
que pour moi tout ça a l'air tellement surréaliste que je suis dans un état second en fait à ce moment-là. Et au bout de quelques minutes, le père de Nick revient dans la voiture et on rentre. Et juste à dire merci. J'arrive chez eux, eux m'accueillent de manière géniale en fait. Ils font partie de la classe moyenne, hein, lui est vétéran. Ils me donnent une vraie chambre avec un vrai lit. Je mange normalement. J'ai même droit à un petit verre de vin rouge parce que je suis français alors que normalement là-bas c'est 21 ans. Après, le challenge maintenant, c'est de pouvoir rester aux États-Unis, c'est de trouver une école. Parce que je peux pas rester dans leur famille parce que le lycée du coin avait déjà, il y avait deux choses, il y avait leur quota d'étudiants d'échange et ils voulaient plus entendre parler de ce programme à cause de ma famille d'accueil, qui est directrice régionale du programme. Donc même si j'étais plus dans leur maison, ils veulent quand même pas m'avoir dans leur lycée. Là, j'ai une idée, c'est d'appeler une américaine qui a mon âge, que mes parents avaient accueillie il y a 2 ans auparavant, de Chicago. Et je lui explique la situation, et je lui dis soit je trouve un lycée dans les 2 semaines pour la rentrée après Thanksgiving, ou alors je suis obligé de rentrer en France. Et là, elle me fait, t'inquiète pas pour la famille, tu viens chez moi, y a pas de souci, j'en parle à ma mère, et on va trouver un lycée. C'était plus facile à dire qu'à faire. Je crois qu'ils en ont fait des lycées à Chicago pour me trouver un lycée, et donc tous les lycées publics sont pleins parce qu'à cette époque-là de l'année, ils ont tous leur quota d'étudiants étrangers. Et le seul qui peut accueillir des étudiants étrangers, c'est le lycée catholique, un lycée renommé aux États-Unis. Donc du coup c'est cher, c'est $5,000 l'année, et le plus dur peut-être c'est aussi qu'il faille mettre une chemise et une cravate tous les jours, chemise blanche et cravate tous les jours. Et là j'ai dit pas grave, j'y vais quand même, je me pose pas de questions, je peux pas passer à côté de l'opportunité quoi. Ces recherches durent pendant 2 semaines. Pendant ce temps-là, moi je suis avec la famille de Nick, et comme c'est les vacances de Thanksgiving, ils me font visiter Dallas, que je connais pas, alors que ça fait déjà 2 mois et demi que je suis à Dallas, presque 3, et on fait un road trip de Dallas jusqu'au Mississippi. Donc on traverse tout le sud des États-Unis. Et ça, c'est un voyage que je pense que je ferai plus jamais. Grâce à eux, j'ai pu voir ce que c'était le vrai fin fond des États-Unis, des rednecks, le cliché des rednecks, les anciennes plantations d'esclaves. C'est assez prenant à voir, hein. C'est puis des paysages magnifiques, on se croirait dans Pocahontas. J'ai vu des endroits avec une histoire assez forte, quoi. Et puis c'est mon premier Thanksgiving aux États-Unis. Donc ça, je m'en rappellerai toujours. Quelques jours après Thanksgiving, je reprends l'avion pour Chicago, dans ma nouvelle famille. La famille à Chicago fait partie de la classe très aisée aux États-Unis. Donc ça, je le sais déjà. Mais par contre, quand j'arrive là-bas, j'étais loin de m'imaginer ce que j'ai devant les yeux, quoi. C'est une énorme maison, comme dans les films. Le voisin d'à côté, c'est un joueur de NBA. Ils vont aller à l'école en limousine. J'ai droit à la limousine de temps en temps. C'est une famille afro-américaine qui vient du Cameroun et du Ghana. C'est des gens très généreux. Le père est directeur de 3 hôpitaux à Chicago. Et la mère, c'est une importante businesswoman, très proche de la politique aussi. Et ils ont 3 enfants. Ils ont donc la fille qu'on avait accueillie chez mes parents il y a 2 ans, qui a mon âge. Une deuxième qui a 3 ans de moins que moi. Et un petit qui a 10 ans de moins. Et c'est un grand prématuré, il est né à 4 mois. Donc c'est une famille qui a vu des vertes et des pas mûres. Et ça se sent quand on discute avec eux, et puis la grand-mère vit avec eux aussi. C'est une famille qui a une grande histoire, c'est le grand-père qui a écrit par exemple la Constitution du Cameroun. J'étais presque gêné d'avoir autant de choses d'un coup. C'est tout bête, mais autant de nourriture au Texas, parce que j'étais pas bien, je mangeais pas.
de pouvoir parler avec des gens, les gens s'intéressent à toi. Je suis plus un objet, quoi. Là, je redeviens qui je suis, quoi. Et le fait qu'il soit afro-américain, ça, j'adore ça parce que j'apprends en même temps la culture américaine et la culture africaine. Ils organisent souvent des soirées à Washington ou à Chicago, dans les péninsulas, les grands palaces. Donc souvent, on est, allez, 200, 300, 400 personnes faciles. Ça arrive quelquefois que je sois le seul blanc dans la salle et beaucoup de gens s'interrogent en fait en me voyant, en se disant qu'est-ce qu'il fait là, et ma mère d'accueil le sait. Et pour éviter toute question, elle dit à tout le monde à chaque fois, voilà, it's my white son, c'est mon fils blanc. Et puis bah ça fait rire les gens, et puis c'est rentré dans les mœurs de la famille. Maintenant quand j'y retourne, ouais, il m'appelle tonton. Je fais partie de la famille, je suis quelqu'un de la famille. J'ai une vie sociale, j'ai des amis, ils me laissent de la liberté. J'ai 18 ans, mais ils me font confiance, ils me laissent aller voir mes amis à l'université à Chicago, ils me laissent passer le week-end dans les fraternités, des trucs comme ça. Donc ils me font vraiment confiance, quoi. Ils me considèrent comme un adulte, un jeune adulte, mais un adulte. C'est une famille de très grande sagesse, en fait. J'apprends beaucoup de choses là-bas et j'apprends à prendre du recul sur justement ce qui m'est arrivé au Texas, de vivre des choses peu communes mais exceptionnelles dans l'autre sens. Ça m'aide à prendre du recul dans la vie sur ce qui est important ou ce qui est pas important, quoi. À ce moment-là, je peux pas en parler beaucoup de ce qui s'est passé au Texas. C'est trop frais. Je peux pas en parler, quoi. Rien que le truc du revolver sur la tempe, on peut pas savoir ce qu'on peut ressentir si on l'a pas vécu, quoi. C'est dur à décrire, quoi. Par contre, l'organisme veut toujours avoir un suivi semaine par semaine avec moi et la nouvelle famille à Chicago, et moi et la mère d'accueil, on les a appelés, on a dit foutez-nous la paix. On a plus entendu parler d'eux. Je repars en France au mois de juillet. J'avais été accepté dans l'université ici, à Paris. J'ai commencé l'année au mois de septembre, et au mois d'octobre, je dis je veux repartir. Je veux retourner à l'université là-bas. Donc là, je commence à faire des recherches de bourse universitaire. Le prix des universités aux États-Unis, c'est pas donné, surtout pour des étudiants étrangers. Et là, je refais le même coup à mes parents que pour le programme d'étudiants d'échange. Je fais 2 business plans. Un business plan si je reste à Paris, un business plan avec les bourses que je peux avoir si je vais étudier aux États-Unis. Et ils m'ont dit ok, mais t'as intérêt d'avoir les bourses. J'ai obtenu une bourse à l'université à Santa Barbara. 6 mois après, je suis retourné en Californie. Cette année, entre le Texas et Chicago, m'a permis de savoir ce que je voulais faire, en fait. Comme étude, c'est à la fin de cette année que je me dis, j'ai envie de faire du cinéma, j'adore les films, pourquoi pas essayer, en fait, d'en faire un métier. En Californie, je commence une école de film production. Donc, pour apprendre, à faire des films. Pendant que je suis étudiant, je fais 2 courts-métrages qui sont primés au festival, à Santa Barbara. 4-5 ans après avoir quitté le Texas, j'ai appris que j'étais pas le seul étudiant à avoir vécu des mésaventures comme ça avec des familles abusives. Et je voulais juste dire à tous ceux qui l'ont vécu aussi, et pour plus que ça se reproduise, qu'il faut faire vraiment attention à qui on choisit comme organisme pour faire ce genre de choses. J'essaie d'aller jusqu'à un procès collectif avec d'autres étudiants qui ont vécu différemment, mais des abus par des familles. Mais malheureusement, je m'y suis pris trop tard parce que la prescription était de 5 ans. Donc moi, je pouvais pas attaquer cette famille. Donc la prescription est très courte et je pense que c'est quelque chose à savoir pour ceux qui sont victimes de ça. Je me dis déjà que ce que j'ai vécu au Texas, c'est un mal pour un bien. Si j'avais pas vécu ça au Texas, j'aurais jamais connu cette famille à Chicago. C'est vraiment devenu ma deuxième famille, quoi. J'ai pas besoin de les appeler pour demander est-ce que je peux venir. Je dis moi je viens ce jour-là et quand j'arrive à l'aéroport, soit il y a une limousine, soit je prends Uber.
C'est quelque chose que je souhaite à personne, mais avec du recul, si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu ensuite, que ce soit à Chicago, que ce soit en Californie et puis à travers le monde, et peut-être que je ferais pas ce métier-là, que je connaîtrais pas les gens que je connais maintenant aux États-Unis, peut-être que j'aurais pas de deuxième famille à Chicago. Ça fait partie de la vie et ça fait partie de moi maintenant, quoi. Vous venez d'écouter le 123e épisode de Transfert. Cet épisode est signé Astrid Verdun. Il a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Dombrance. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.